Bonjour, je suis le professeur Pladis, néonatologiste au CHU de Rennes. Je vais vous présenter 3 vidéos concernant la communication en salle de naissance. Une première qui présentera finalement tout ce qui se passe avant, une deuxième en cours de réanimation et une troisième qui abordera les éléments du débriefing. Les principes généraux de la communication s'appliquent ici comme ailleurs, en se rappelant que toute communication est basée sur un aller-retour, avec expression dans le même langage au départ et à l'arrivée. Ceci signifie qu'en pratique, que l'on doit énoncer les informations en langage commun aux acteurs, en langage simple, et que l'on ne doit considérer qu'un message n'a été perçu que quand un avis de réception a été reçu, idéalement par reformulation. Le domaine paraverbal est également essentiel, les phrases devront être énoncées distinctement, calmement, avec un volume sonore suffisant, un rythme adapté, en évitant les tics vocaux et les digressions. La communication non verbale, comme le regard ou la suggestion par geste, n'est pas prioritaire, mais peut aussi être utilisée pour renforcer ou moduler les messages transmis. La phase initiale de préparation est importante. Elle doit répondre aux objectifs de positionnement, de répartition des rôles, de gestion du stress, d'engrammation et de vérification de l'équipement. Au-delà de se présenter à la ou aux personnes qui vont participer à la prise en charge du nouveau-né, il est important de se positionner au regard de ses compétences. Ceci permettra que chacun puisse savoir quoi attendre de l'autre et permettra également que l'on puisse définir le rôle de chacun. Habituellement, chacun est placé dans le rôle où il est le plus compétent. Le leader est placé usuellement en situation de recul, un peu à distance si le nombre et les compétences présentes le permettent. L'aide est placée sur le côté. Le mode de leadership peut habituellement être qualifié soit de directif, soit d'accompagnement, soit de guide. Guide est entendu ici au sens de guide de haute montagne, qui peut passer d'un mode de communication accompagnant en terrain facile à un mode de communication très directif en conditions difficiles. Le leader en salle de naissance évoluera entre le mode guide et le mode directif avec une communication aussi positive que possible vis-à-vis de ses collègues. Le leader peut changer en cours de réanimation, mais il faudra verbaliser qui est le leader. Il est pour tous les acteurs important de savoir masquer ces signes de stress pour engager plus facilement la confiance de l'équipe. Pour ce faire, il faut connaître ses propres signes de stress, notamment dans le domaine paraverbal, car ceux-ci varient d'une personne à l'autre. Le stress peut être diminué par l'entraînement, en simulation par exemple, la pratique de la simulation donc, et un environnement bienveillant. Le processus d'engrammation, quand il est mis en œuvre, contribue également à diminuer le stress. L'engrammation, qui consiste à enregistrer à l'avance un schéma de fonctionnement, est couramment utilisé par les sportifs de haut niveau pour se motiver, pour contrôler leur stress et automatiser au maximum certaines tâches pour se rendre plus efficaces. Un exemple de ceci est donné par exemple par les skieurs en slalom qui se jouent dans leur tête et leurs mouvements le scénario de la descente avant d'entrer dans le portillon de départ. En salle de naissance, ceci consiste à anticiper les situations et les enchaînements possibles de gestes à l'avance en prenant en compte les informations que l'on a sur le patient. Ceci facilitera ensuite une intervention plus fluide et plus rapide avec une diminution des risques d'effets tunnels liés au stress. L'effet tunnel se définit comme toute situation dans laquelle l'attention du professionnel est trop focalisée sur un objectif, si bien qu'il n'entend pas ou ne voit pas les signaux d'alerte qui devraient faire évoluer son approche. C'est une fermeture mentale qui diminue l'esprit critique. La métacognition est définie, elle, par la capacité à analyser son raisonnement et contribue également à diminuer les effets de stress et les risques d'effets tunnel. Elle se conçoit en évitant la précipitation. Je prends le temps de réfléchir. La qualité du travail en équipe et l'utilisation de checklists peuvent également contribuer à diminuer cet effet tunnel. Pour rappel, une checklist doit comporter au moins moins de 10 items avec une réponse binaire de type oui/non. En cours de réanimation, la communication doit toujours présenter les faits avant l'interprétation. On ne dira pas, par exemple,
ta ventilation semble correcte. Mais le thorax se soulève, l'auscultation est symétrique, les pressions montent, le rythme cardiaque s'accélère, donc ta ventilation est efficace. C'est en général l'aide qui énoncera ce type de données de suivi. Il est important que ceci soit énoncé à la fois dans les situations de dégradation, mais aussi dans les situations d'évolution favorable. Le renforcement positif est en effet très important pour permettre aux acteurs de prendre du recul et du temps dans l'évaluation de la situation. Au cours de la réanimation, il est également important d'énoncer avant de faire, en partant là encore d'une verbalisation des faits observés, afin que l'ensemble de l'équipe puisse suivre la logique des options choisies. Il faut aussi parfois pouvoir énoncer ce que l'on a fait a posteriori pour permettre une double vérification, par exemple pour la préparation de l'adrénaline ou la purge du cathéter veineux. La conduite d'une réanimation qui est basée sur la répétition d'actions et d'évaluation peut être dans l'idéal ponctuée de temps de pause pour permettre de faire un point de la situation et de mettre en jeu la métacognition, c'est-à-dire ici de réfléchir sur la logique des options choisies. En cas d'appel téléphonique pour demande d'assistance ou d'accueil d'un nouvel acteur sur la scène de réanimation, on utilisera un outil standardisé, par exemple l'outil SAED qui reprend en acronyme situation, antécédent, évaluation, demande et qui est une adaptation française de l'outil anglo-saxon qui s'appelle le SBAR. Cet outil proposé par l'HAS est largement validé pour la demande d'aide et la standardisation de la communication entre professionnels. Le S de situation précise votre identité, votre nom, prénom, votre fonction, le lieu d'où vous appelez, le motif de votre appel et la situation actuelle motivant l'appel, tout ceci résumé de façon concise. Le A de antécédent précise les antécédents médicaux liés à la prise en charge. Le E d'évaluation précise votre interprétation de l'évolution de l'état du nouveau-né, des constantes vitales, des signes cliniques et la raison essentielle qui est votre préoccupation, avec si possible des termes précis et clairs. Le D de demande est indispensable. Il précise de manière claire, précise et concise encore votre demande et les délais en termes de temps. Une fois que votre interlocuteur a obtenu les informations nécessaires à la bonne compréhension du problème et les réponses à ses questions, il doit, lui, confirmer qu'il a bien compris l'information reçue en la reformulant brièvement, puis conclure par sa prise de décision. La présence d'un parent pendant la procédure de réanimation en salle de naissance est possible et même probablement souhaitable dans les situations où l'équipe est en maîtrise. Les recommandations suggèrent de désigner une personne extérieure à la procédure de réanimation pour gérer la communication et faire une médiation afin de limiter les interruptions de tâches pour l'équipe au cours de sa prise en charge, tout en sécurisant le parent. Dans cette partie, nous allons aborder le débriefing, c'est-à-dire l'après-réanimation. Le débriefing d'une situation de réanimation en salle de naissance fait appel au même principe que le débriefing qu'on réaliserait en contexte de simulation. Il permet de consolider et d'approfondir les compétences pratiques et comportementales de l'équipe. Il s'appuie sur les principes de la gestion des ressources de crise et abordera les 8 principes comportementaux de cette gestion des ressources. Ces principes sont le leadership, la communication, l'anticipation et la planification, l'utilisation des ressources, la répartition des charges de travail, la connaissance de la situation, le triage et la hiérarchisation et enfin la gestion des perturbations. Le débriefing doit se conduire dans une ambiance de sécurité émotionnelle, de confidentialité et de bienveillance sans monopolisation de la parole. Lors d'un débriefing, il faudra éviter les questions fermées, une critique négative des actions réalisées, une focalisation excessive sur les erreurs, la focalisation sur des aspects médicaux au détriment des aspects de gestion de crise et enfin une durée trop longue du débriefing. Il s'agit en pratique de partir des faits importants observés, comprendre pourquoi l'équipe a agi de telle manière à travers une enquête sincère et respectueuse des schémas de réflexion de chacun et réfléchir sur les améliorations possibles en prenant en compte ces schémas de réflexion. Donc voilà pour les principaux éléments qui peuvent aider au débriefing et nous terminerons par le top 12 des erreurs à éviter. Donc le premier c'est ne pas communiquer bien sûr parce que le silence peut tuer.
Le deuxième, c'est communiquer de façon agressive ou montrer son stress. Se dévaloriser pendant le discours. Oh, je ne l'ai pas fait depuis 2 ans, j'espère qu'il n'y aura pas besoin de moi, ou je ne suis que interne. Énoncer les décisions et les évaluations sans partir des faits observés. Il faudra éviter d'avoir une communication négative. Utiliser un langage non professionnel. Le petit chou par exemple. Ne pas accuser les réceptions des informations reçues. Ne pas communiquer ses doutes en cas de perception de prise en charge suboptimale, et là on appliquera toujours le principe qu'on communique ses doutes en partant des faits observés et des recommandations. Il ne faudra pas appeler trop tard, fonctionner sans leader bien sûr c'est pas bien, et puis éviter les interruptions de tâches.